Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, parti de la province du Sud-Kivu pour la ville de Goma avec à son bord près de 300 personnes. Un bateau a chaviré ce jeudi matin avec tous les passagers à bord. Selon les sources concordantes, le bilan provisoire serait d'une vingtaine des morts et plusieurs disparus. À suivre dans ce journal. La 11e conférence des gouverneurs à Kolwezi dans la province du Lualaba. Pendant 2 jours, les différents experts vont faire une évaluation sur la collaboration entre les chefs des exécutions provinciaux et centrales. L'objectif est de peaufiner des stratégies qui visent à instaurer une coopération harmonieuse entre les deux parties. Et puis, les membres du conseil d'administration de l'Office national de transport mettent les bouchées doubles pour la relance des unités fluviales sur le majestueux fleuve Congo. Une équipe des experts de l'ONATRA a effectué une itinérance dans les installations du chantier naval. Un autre gros titre dans ce journal, le gouvernement congolais annonce pour ce mois de décembre le premier vol inaugural de la compagnie Air Congo SA. Le groupe Ethiopian Airlines et la RDC mettent la dernière touche sur le processus de finalisation de ces documents. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Le bilan est encore provisoire. Près d'une vingtaine de corps ont été repêchés à la suite du naufrage qui s'est produit ce matin sur le lac Kivu dans l'est de la République. Selon notre correspondant sur place, l'embarcation avait quitté la cité de Minova au sud Kivu pour la ville de Goma avec à son bord près de 300 personnes. Les services de l'État et les organisations humanitaires poursuivent encore des recherches. Retrouvons notre correspondant Tovar qui nous décrit ce drame qui s'est produit ce jeudi matin. Naufrage ce jeudi 3 octobre sur les lacs Kivu d'un bateau en provenance de Minova vers les ports de Kituku. Cet accident lacustre s'est produit à quelques mètres du lieu d'accostage. Il s'agit du bateau dénommé Merveille de Dieu, Merdi. Difficile de dresser les bilans pour l'instant. Plusieurs personnes sont portées disparues pendant que d'autres ont été repêchées et dépêchées vers les structures sanitaires. Les bateaux étaient très chargés, témoignent ces rescapés. Le bateau s'est renversé. La raison est qu'il y avait beaucoup de gens à bord. Je ne saurais pas donner les chiffres exacts des personnes disparues. Cette passagère qui était au même moment sur une autre embarcation a du mal à retenir ses émotions. Nous étions dans un bateau en provenance de Louchebéré. Nous avons vu le bateau en train de chavirer. Ils étaient nombreux. Beaucoup de gens sont morts. Le président du conseil communal de Goma déplore cet énième incident qui frappe les marchands de Kituku qui ravitaillent actuellement la ville de Goma en produits vivriers en cette période de guerre. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles de victimes. Tous nous sommes désolés. Nous encourageons les services de la protection civile qui est en train de se battre bec et ongle pour récupérer certains corps dans les lacs. Les marchands émettent les vœux du retour de la paix afin d'éviter dans l'avenir la surcharge des embarcations sur les lacs Kivu. Que faire pour prévenir les naufrages récurrents dans les cours d'eau de la RDC? Les pertes en vies humaines enregistrées sur le territoire national deviennent de plus en plus inquiétantes. Alors question, comment mettre fin à ce cycle infernal des noyades qui se produisent régulièrement? La réponse dans cette réflexion de la rédaction. Les naufrages à répétition des bateaux et autres embarcations, et sans oublier les pertes en vies humaines, une situation qui a atteint les limites du tolérable en RDC. La scène macabre vécue il y a quelques heures sur les lacs Kivu vient encore remuer les couteaux dans la plaie. Il a permis à toutes sortes de personnes non outillées de prendre en otage les transports lacustres au Congo-Kinshasa. Sur le majestueux fleuve Congo, par exemple, les Congolais, pour besoin de mobilité, s'engouffrent très souvent dans des engins de mort. Des choses difficiles à décrire qui ressemblent à peu près à des bateaux et se permettent de faire le transport des personnes et de leurs biens. Et cela au mépris des lois congolaises en la matière. Conséquence, des naufrages et des décès en cascade sont enregistrés presque
chaque année. Trop, c'est trop. Il est temps que le pouvoir public remette de l'ordre dans les secteurs de la navigation. Il est temps aussi que les non-initiés commis à la tâche de réglementer la mobilité des compatriotes sur les voies fluviales dans des embarcations laissent place aux vrais responsables formés, certes capables de relever le défi, celui de mettre fin au naufrage et aux morts d'hommes sur nos cours d'eau. Soucieux de relancer les unités flottantes sur le majestueux fleuve Congo, les membres du conseil d'administration de l'Office national de transport ont effectué une visite d'inspection dans les installations du chantier naval situé sur la berge du grand boulevard naturel que compte la RDC. Pierre Mbouillou Saïdi pour ce reportage. Engagé à traduire en acte la ferme volonté sociale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les processus de la relance des activités multisectorielles de l'Office national des transports, les conseils d'administration et la direction générale de l'ONATRA s'investissent à la concrétiser au sein du chantier naval avec la modernisation du transcodeur, gage de la relance des unités flottantes congolaises, dont le célèbre MS Kamanyola sur le majestueux fleuve Congo. Nous sentons que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très mobilisé à nous soutenir et avec cet accompagnement du chef de l'État ainsi que de son gouvernement, avec un peu de volonté, comme la direction générale est mobilisée, les conseils d'administration mobilisés, vous allez voir que cette entreprise va se révéler. Donc tout est possible, il est juste question que nous puissions montrer de quoi on est capable. En dépit des multiples difficultés auxquelles est buté l'ONATRA, les agents et cadres de cette entreprise du portefeuille de l'État se disent prêts à relever les défis. Nous sommes là pour relancer des activités comme vous pouvez le constater. Et nous avons commencé comme le chemin de fer et on est venu ici au chantier naval pour voir un peu ce qui ne va pas, mais accompagné à la direction générale. Et nous allons pousser la direction générale pour que les choses évoluent correctement. Nous voulons revenir à l'ONATRA il y a quelques années. Mettant à profit cette itinérance au chantier naval, les membres de cette délégation ont rendu une visite éclair à la synergie des forces vives ouvrières en pleine session de formation pour de meilleurs lendemains de l'ONATRA. J'ai dit au sommaire, ça se précise, la compagnie aérienne Air Congo SA va procéder à son premier vol inaugural dès ce mois de décembre. Le groupe Ethiopian Airlines et la RDC mettent la dernière main sur le processus de finalisation des documents. Le ministre du portefeuille a fait le point avec ce grand partenaire qui est le groupe Ethiopian Airlines. Edith Chala. Air Congo, c'est une nouvelle ère pour l'aviation domestique et internationale en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une question de jours. Le groupe Ethiopian Airlines et la République démocratique du Congo sont en processus très avancé en vue de la création de cette compagnie aérienne, Air Congo, une société à économie mixte au sein de laquelle l'État congolais sera actionnaire majoritaire avec 51% de parts. Suivant les arrangements entre les deux parties, la RDC et le groupe Ethiopian Airlines, le président du conseil d'administration, le directeur général adjoint et 6 administrateurs de la compagnie Air Congo sont congolais et le directeur général et 3 administrateurs viendront du groupe Ethiopian Airlines. Le ministère elle est très supportif et il nous a appuyé beaucoup à propos du démarrage et toutes les choses pour fournir, pour commencer la compagnie aérienne. Le très important, c'est la coopération parmi nous et pour l'État et pour tout le peuple de Congo pour être prêt à recevoir la compagnie aérienne qui va nous donner la connexion entre les pays à l'intérieur et toutes les villes. Au cours des échanges jeudi, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussatongwa, et le directeur général d'Air Congo tablent sur l'opérationnalisation et les débuts des vols. Déjà, au mois de novembre prochain, les premiers avions seront à Kinshasa et le premier vol interviendrait mi-décembre 2024. Et en nouvelle, sachez que le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a signé hier mercredi un arrêté révisant la baisse des prix des produits pétroliers en RDC. 24 heures après la signature de cet arrêté, la nouvelle grille tarifaire est d'application dans toutes les stations, services, images et commentaires dans nos prochaines éditions.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale invite la jeunesse plutôt à la prise de conscience pour leur avenir. Et de son côté, le coordonnateur de l'Association nationale des jeunes sans emploi en RDC plaide pour l'organisation des nouvelles élections des membres de l'organe des droits de la jeunesse en RDC. Un reportage d'Annie Balaka. Impact de la Constitution sur la jeunesse congolaise pour une nouvelle identité sociale, thème développé lors d'une conférence débat organisée le mercredi 2 octobre 2024 à Kinshasa par l'Association nationale des jeunes sans emploi en RDC et la synergie des jeunes leaders congolais. Un moment d'échange fructueux entre d'éminents orateurs et un échantillon de la jeunesse congolaise. Concernant les dispositions constitutionnelles qui prônent l'épanouissement de la jeunesse, les professeurs Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale, estime qu'il ne se pose pas a priori un problème des textes en RDC, mais plutôt celui d'application des dispositions de la loi fondamentale en vigueur. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement a appelé la jeunesse congolaise à la prise de conscience et à plus de responsabilités. La Constitution est la comme un instrument, un outil, c'est un outil de cet outil, un outil de protection des droits ou un outil de violation des droits. Le Conseil national de la jeunesse a besoin d'un nouveau souffle pour jouer pleinement son rôle de promouvoir l'intérêt supérieur de la jeunesse. C'est ce qu'affirme le coordonnateur de l'Association nationale des jeunes sans emploi en RDC, Archange Kapomé, plaide pour l'organisation de nouveaux responsables de l'organe de défense des droits de la jeunesse. Il a annoncé sa candidature à la tête du Conseil national de la jeunesse. Parmi les conférenciers, nous citons Claudie Balanki, Paul Capita, le docteur Etienne Longondo et le colonel Emmanuel Ibandi. Tous ont appelé la jeunesse à la prise de conscience pour leur épanouissement et le développement du pays. Le colonel Ibandi a exhorté les jeunes à rejoindre l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Et en prévision de la 11e conférence des gouverneurs qui va se tenir très prochainement dans la province du Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a procédé au lancement des travaux d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs. Bobo Anan Mokonzi pour ce reportage. Pendant 48 heures, les experts de la territoriale vont évaluer les niveaux de collaboration entre les chefs des exécutifs provinciaux et le gouvernement central pour s'assurer de l'efficacité des stratégies visant à instaurer une coopération harmonieuse avec l'exécutif national. L'objectif est de formuler des avis, des propositions et des recommandations en matière politique et législative au niveau national dans le but de consolider l'unité nationale et établir une synergie entre le gouvernement central et les provinces. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chavani, a à cette occasion donné des orientations qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la loi organique du 7 octobre 2008 qui régit l'organisation et fonctionnement de cette conférence. Nous devons favoriser un échange constructif, loin des discussions stériles, qui permettra d'élaborer des solutions concrètes pour renforcer la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. J'invite le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province et tous les experts présents ici à travailler sans relâche pour répondre aux attentes du chef de l'État et du gouvernement. Ensemble, assurons une évaluation efficace de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de cette 10e session. Il s'est de rappeler que la création de ces cadres a pour rôle de garantir une compréhension de politique publique d'ensemble, tant au niveau national que provincial, en tenant compte des réalités spécifiques de chacune des provinces. Le ministre de l'intégration régionale s'est entretenu avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC sur les priorités du gouvernement dans son secteur. Outre cette question, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a aussi été évoquée. Willy Tunakov pour ce reportage. Les priorités contenues dans les programmes du gouvernement Judith Souminois, dans les secteurs de la coopération régionale, plus particulièrement la situation sécuritaire et humanitaire dramatique qui prévaut dans la partie est de la RDC due
à l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste M23 était au centre des échanges fructueux que le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, a eu ce jeudi 3 octobre 2024 en son cabinet de travail du 7e étage de l'immeuble Mongala dans la commune de la Gombe à Kinshasa avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling. L'intégration régionale, c'est un aspect très important pour le développement du pays. Il faut pouvoir développer des relations avec les voisins, mais on sait que ce n'est pas facile avec tout le monde. On connaît la situation de la guerre à l'Est, la présence de troupes rwandaises, et donc toutes ces questions ont fait évidemment l'objet de discussions avec le ministre. Comment voit-il les choses? La diplomate belge en poste à Kinshasa a par ailleurs salué l'ouverture, l'efficacité et le dynamisme dont fait montre le ministre Didier Mazenga Mokanzu dans la mise en œuvre en Afrique d'une diplomatie agissante impulsée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai trouvé le ministre très engagé, très motivé. On a aussi échangé sur le rôle qu'il avait joué en tant qu'envoyé spécial du président pour la situation au Tchad. Et donc je sens vraiment que c'est quelqu'un qui veut mettre son mandat au service de la coopération régionale de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur belge a promis de multiplier ces genres de rencontres avec le ministre de l'intégration régionale dans le cadre du renforcement d'excellentes relations de coopération bilatérale et d'amitié qui existent entre Kinshasa et Bruxelles. Des progrès notables ont été réalisés dans l'approvisionnement en eau et d'électricité des différentes provinces de la RDC. À titre d'exemple, la Maille et ses environs qui vient d'être électrifiée de l'eau le 24 heures sur 24, un projet du gouvernement lancé par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, Yvette Makoutima. Mbujimaï dans les Kassai orientales a fait bond spectaculaire vers l'amélioration significative de son approvisionnement en électricité. La ville est reliée à la station électrique Bimpemba, ce qui a permis d'augmenter les taux de desserte en électricité de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi de la société Anui Congo d'investissement minier Sassim et Sarel. Dans la même dynamique, l'usine de traitement d'eau de la régie des eaux fonctionne à plein régime, fournissant ainsi une eau potable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Actuellement, la capacité installée de cette usine est de 3150 mètres cubes par heure. Cette avancée est d'autant plus importante que Mbujimaï avait souffert d'un manque d'approvisionnement en eau potable durant les 3 dernières années. L'engagement du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr Teddy Luamba Mouba, a été déterminant dans ces processus. Sa volonté de rétablir ces services essentiels témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur du bien-être des habitants de Mbujimaï et ses environs. Ce rétablissement est perçu comme une étape majeure vers une meilleure qualité de vie de la population. Et puis la régulation de la commande publique en RDC, un des sujets au centre du partenariat entre la SONAS et l'autorité de régulation des marchés publics. Les directeurs généraux de ces deux structures étatiques se sont convenus de participer à la relance du secteur d'assurance en tant que levier de développement. Une fois de plus, Yvette Makoutima. Dans son rôle statutaire d'assurer l'interface entre les organisations internationales et régionales dans les cadres de la surveillance des procédures de passation des marchés publics et des délégations des services publics, l'autorité des régulations des marchés publics, RMP, prend sous ses ailes la SONAS à travers la cellule des passations des marchés appelée à fonctionner suivant les orientations de l'RMP. Cette séance de travail entre les directeurs généraux de l'RMP, Maître Claude Kaembebouaï, et de la SONAS, Clément Désiré Kabongo Moba, a jeté les jalons de cette collaboration. La réunion a répondu à nos attentes parce que c'était une réunion riche en informations. Oui, puisque nous avons comme société vocation de toujours avoir des marchés publics et donc nous aurons toujours besoin de notre régulateur. Donc nous aurons besoin des réunions d'évaluation pour nous mettre à l'abri de tout faux pas. Cette collaboration se cristallise autour d'un appui stratégique et technique visant à consolider la relance de la SONAS dans l'optique de permettre à celle-ci de jouer pleinement son rôle, comme ce fut le cas dans les passés, lorsque le fonds généré par les assurances participait au financement de projets d'intérêt commun. À l'issue de ces échanges, des mesures concrètes, en phase avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été prises pour améliorer la transparence et l'efficacité dans les processus d'acquisition et de gestion de contrats publics.
En séjour de travail aux USA, le directeur général de l'ARSP a présenté les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. L'objectif est de créer une classe moyenne telle que souhaitée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé vient donc intervenir comme panéliste aux côtés de son collègue directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et des suivis de conventions de collaboration qui en même temps est initiateur de cette conférence débat. L'objectif est d'attirer plus de grands investisseurs, ce qui représente une aubaine pour les développements de la chaîne de valeur au pays de Félix Tshisekedi. Face aux opérateurs économiques résidant à Haute-Ville, Poulfier des États-Unis d'Amérique, Miguel Cachal de la RSP et Freddy Chembo de l'APCSC ont, dans leurs interventions respectives, apporté toute la lumière quant à cette nouvelle approche définie par le chef de l'État qui décide dorénavant d'ouvrir le pays vers le monde extérieur pour les business gagnants-gagnants sur le fond de textes légaux. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris qu'il fallait qu'il y ait une implication totale de l'État. Comme on le voit dans d'autres pays, je pense qu'ici aux États-Unis, lorsque vous faites votre business, vous avez les banques qui la santé de vos affaires, il y a des facilités de l'État. C'est pourquoi nous avons quitté le Congo pour venir vers vous. L'objectif, c'est qu'il faut travailler ensemble pour développer les contenus locaux, pour développer la chaîne des valeurs. Le Congo a tout ce que le monde a besoin. À l'étape de questions-réponses, l'hôte de la conférence et son invité ont daigné édifier l'assistance à la proportion de ses préoccupations. Avoir les mandataires publics proactifs et motivés aux résultats sont entre autres des exigences du président Tshisekedi durant son deuxième mandat court. Et puis ouverture de la 8e édition d'Alternative Mining Indaba dans la ville de Kolwezi. Plusieurs participants y prennent part à ce rendez-vous qui parle des mines. Reportage. Les minerais critiques et stratégiques représentent une opportunité incontournable pour le développement de la République démocratique du Congo à l'ère de la transition énergétique. C'est dans cette optique que le docteur Claude Kabemba, directeur des Sarrois et organisateur de cette rencontre annuelle en collaboration avec Resources Matters, a souligné avec passion que la transition énergétique est une occasion précieuse pour dynamiser l'économie de la RDC. Avec ses immenses gisements de cobalt, de graphite et de cuivre, le pays a un rôle prépondérant à jouer sur la scène mondiale. Il a appelé le gouvernement congolais à élaborer des stratégies efficaces et une gouvernance inclusive pour maximiser la valeur ajoutée. Le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Muguji, a également salué la tenue de ces assises tout en évoquant les défis majeurs que rencontrent les secteurs miniers qui entravent le chemin vers une transition énergétique réussie. Face à une demande mondiale en forte croissance, il est impératif que le gouvernement définisse une politique claire et une vision stratégique sur les minerais critiques et stratégiques pour réaliser ses ambitions. Au cours de ces travaux qui ont débuté le 2 octobre 2024, parlementaires, universitaires, chercheurs et acteurs de la société civile engagés dans le secteur minier se penchent sur des thématiques essentielles. Ils examinent l'état des lieux de la chaîne d'approvisionnement en minerais critiques en RDC, les contrats miniers et leur impact sur le développement local, aussi bien l'affectation des revenus issus de l'exploitation minière et le cadre légal pour la fabrication de batteries. Ces discussions nourrissantes devraient aboutir à une feuille de route concrète accompagnée des résolutions clés à soumettre aux décideurs. Il est crucial que ces recommandations soient appliquées avec rigueur afin que la RDC puisse assumer pleinement son rôle de pays solution dans la transition énergétique mondiale. Prise en charge des retraités et règlement des arriérés de cotisations sociales. Un protocole d'accord a été signé entre la GECAMIN et la Caisse nationale de sécurité sociale. Cet accord pose des bases d'une protection sociale durable et efficace pour les travailleurs de la GECAMIN. Suzy Ngoy. Dans le but d'assurer la prise en charge des retraités, la GECAMIN SA et la Caisse nationale de sécurité sociale ont signé un protocole d'accord historique visant le paiement progressif des arriérés des cotisations sociales.
Cet accord signé par le directeur général de la SNCS, Charles Moudiaï, et le directeur général de la GECAMIN, Placide Nkala, a permis de résoudre le problème de la prise en charge de 985 anciens employés sortis par fin carrière anticipée en 2016-2017 et de faciliter la prise en charge de près de 320 retraités en 2023 et à l'avenir de tous les retraités après eux. En se mobilisant pour ces anciens travailleurs, la générale de carrière de mine démontre son engagement à répondre aux attentes de ceux qui ont consacré leur carrière à l'entreprise. La SNCS, elle, s'engage à traiter en priorité les dossiers des retraités concernés. Ce protocole d'accord s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'un Congo uni, fort et prospère. En collaborant pour une meilleure sécurité sociale, la GECAMIN et la SNCS renforcent ainsi la stabilité sociale et économique du pays, tout en honorant les contributions inestimables des anciens travailleurs. Ce partenariat témoigne d'une volonté commune de bâtir un avenir plus juste et salutaire pour tous. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, séjourne dans la ville de Mbuji-Mayi. Daniel Mukoko Samba s'y est rendu pour résoudre la problématique de la farine de maïs qui se fait rare. Un reportage de Rodi Panda. C'est aux heures de l'après-midi qu'a atterri à l'aéroport de Bipemba l'avion qui transportait le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, en mission de service à Mbuji-Mayi, première étape de la tournée qui les conduira dans tout l'espace du Grand Kasaï. Après l'accueil que lui a offert au pied de l'avion, l'équipe du vice-gouverneur du Kasaï oriental, Augustin Kayemba, et toute sa suite composée de personnalités politico-administratives accompagnées de la population, Daniel Mukoko Samba est allé échanger avec le gouverneur des provinces pour des civilités et décrypter l'économie de sa visite qui va s'étendre sur quelques localités telles que Kasenga, Kabeya Kamwanga et Lukelenge. Sur la table, l'éternelle problématique de la carence de la farine de maïs. Je suis préoccupé par la situation de certains biens stratégiques pour cette province du Kasaï oriental. C'est d'abord le maïs, après le Kasaï géré au Katanga. Sur place, Daniel Mukoko Samba a débuté sa visite par Bouzala, à l'entrée du polygone minier de la société minière de Bakwanga, MIBA SA. Une autre admiration affichée par le patron de l'économie nationale devant les engins de la MIBA avant de boucler cette ronde. L'existence des infrastructures de stockage est capitale. Donc personnellement, je suis ravi de voir qu'il existe déjà ici au Kasaï oriental, ici à Mbuji-Mayi, cette infrastructure. Bravo à la MIBA. 7 silos, 2800 tonnes avec une minoterie. Ça signifie que le maïs grain peut arriver ici. Le maïs grain est transformé en farine, mis dans des sacs, pesés et qui sortent d'ici. Pour boucler la journée, des entretiens ont eu avec la Fédération des entreprises du Congo FEC autour du fonctionnement de la MIBA et de la SACIM, deux entreprises qui tiennent l'économie de cette province. Et puis la Fondation Père Boka a répondu à l'appel du président de la République, celui de combattre ou de bannir le tribalisme. Elle s'est faite garante pour vulgariser dans toutes les 4 langues nationales l'hymne national congolaise. On va apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre l'amour de la patrie, l'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, de quoi. Il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants? On ne vous met pas d'autre chose. Non. Je le disais, un invité
invité dans ce journal. Il s'agit de Robert Badibanga, il est avocat que je reçois sur ce plateau, avec qui nous allons parler de l'hymne national qui est vulgarisé dans toutes les langues, les 4 langues nationales. Maître Robert Badibanga, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avocat de la Fondation Père Boka. Vous vulgarisez l'hymne national dans les 4 langues. Comment ça se passe? Oui, c'est une très belle expérience, je voulais dire. C'est la vision de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshilombo, président de la République, Fathi Béton. En soi, il a demandé à ce que nous puissions enseigner l'hymne dans toutes les langues nationales, question de briser les barrières linguistiques et combattre cet ennemi commun qui est le tribalisme. Actuellement, nous sommes dans l'école Minzoto à Rigini, où nous enseignons aux élèves de l'école primaire et de l'école maternelle l'hymne en 4 langues nationales. Vous vous proposez de vulgariser l'hymne national dans les 4 langues nationales. Pourquoi maintenant et pour quel but? Oui, c'est pour renforcer les sentiments patriotiques et consolider. Vous savez, nous sommes un peuple uni et c'est ce que nous devons enseigner à toutes les générations de notre pays. Est-ce que par rapport à ça, vous avez déjà perçu des droits d'auteur de la part du gouvernement? L'État congolais a signé un protocole d'accord avec la succession. Oui, parce qu'on nous accuse justement de réclamer des droits d'auteur de 25 millions de dollars américains par rapport à l'hymne national, la vulgarisation de l'hymne national. Ça c'est faux. Ça, ce sont les ennemis de la nation, les ennemis des Fathi Béton, les ennemis des héritiers de Père Boka, les ennemis des jésuites, ainsi de suite, qui se comportent comme cela. Vous savez, il s'agit de l'hymne national. Parlons de l'hymne national. Donc il s'agit exactement d'un engagement solennel et pratiquement un testament pour des générations entières de notre pays. Son auteur a droit au mérite, n'est-ce pas, à la hauteur de la reconnaissance de tout un peuple, conformément aux dispositions des articles 1er, 4, 18, 74 de la loi. Donc la Fondation Père Boka ne réclame aucun dû, pas d'argent par rapport à... en fait, c'est lui qui a écrit l'hymne national, donc rien de cela. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une œuvre de l'esprit. Son auteur-compositeur a droit au mérite, mais pas à cet auteur-là, comme les gens le disent. Voilà pourquoi j'ai fait montre aujourd'hui qu'il y a un protocole d'accord entre l'État congolais et la succession Père Boka, et l'État est en train de les vider graduellement. La bonne femme ne peut que donner ce qu'elle a, et la succession n'a jamais procédé, comme vous le voyez, pour une quelconque réclamation. Vous voyez, parce que nous accompagnons les chefs de l'État dans la gratuité. Les moyens sont minimes, voilà, nous courons derrière le temps. Voilà. Vous avez un dernier mot? Oui, j'ai mis en garde toute personne. Ce sont les héritiers de la succession Père Boka qui m'ont mandaté pour mettre en garde à toute personne qui va se donner le luxe de parler de l'hymne national sans en être mandaté au préalable, parce que vous avez vu, cette manière de parler a porté sérieusement préjudice à la succession Père Boka, et nous mettons en garde qui que ce soit qui va oser parler de l'hymne national de n'importe quelle manière sans en avoir reçu mandat, il se verra derrière les barreaux. Voilà, Maître Robert Badibanga, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions, madame. Merci. Merci beaucoup. Et puis cette bonne nouvelle pour les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa, non bancarisés. Ils vont bientôt être alignés sur la voie bancaire. Un contrôle des agents effectifs est en cours pour régulariser leur situation, nous dit Rodé Panda. Tel que décidé, après les contrôles, les 300 agents de la DGRK qui étaient payés à la main appelés Maboko Bank sont désormais bancarisés. La paye de leur salaire a commencé normalement. Le directeur général de la DGRK, Rudy Kakala, sur le terrain, en a fait le constat avec satisfaction. Il y avait un lot important des agents appelés Maboko Bank qui touchaient leur paie au niveau de la caisse. Et nous avons pris la décision de les bancariser. Il y avait des soucis techniques, c'est ainsi qu'on a effectué une descente ici pour décanter la situation. Et on a pu constater la lenteur
L'acquis de cette paie est dû principalement aux formalités administratives au niveau de la banque. Mais là, la situation vient d'être décantée, la paie vient d'être lancée. Nous précisons que les comptes sont ouverts et déjà crédités. Cette visite d'inspection du directeur général à I de la DGLK à Sophie Bank a rassuré les agents qui traînaient au guichet pour recevoir leur solde. Enfin, célébration du 66e anniversaire de l'accession de la Guinée à sa souveraineté nationale et internationale. À travers ce énième anniversaire, la Guinée-Conakry a voulu honorer la femme. L'occasion était aussi pour ce pays de retracer le lien d'amitié qui le lie plutôt à la RDC. Mamita Bangoula et Eric Djoké pour ce reportage. La Guinée-Conakry commémore donc cette indépendance sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, la guinéenne ». À cette occasion solennelle, le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, rend hommage à la guinéenne, symbole du courage et la résilience. À travers cet anniversaire, toute la Guinée salue la bravoure de Guinéennes héroïnes du passé. La plupart ont perdu de leur vie pour écrire l'histoire de la Guinée à travers les continents, mais surtout à travers le monde. L'ambassadeur de la Guinée-Conakry à Kinshasa a vanté cette bravoure guinéenne à la presse. Aujourd'hui, la Guinéenne représente près de 34% de l'équipe gouvernementale, tandis qu'elle compte en son sein plusieurs autres fonctionnaires d'État, ambassadrices, chefs d'entreprise publiques et privées et fonctionnaires internationaux. Sédou Camara souligne la responsabilité de la gente féminine dans le poste de commandement. Beaucoup reste à faire pour réduire les inégalités notoires entre hommes et femmes en milieu de travail et dans les ménages pour permettre à la Guinéenne de réaliser pleinement son potentiel. Sur le plan diplomatique, ce pays a apporté son soutien militaire aux diverses nations, notamment la République démocratique du Congo. Sortie fraîchement de l'indépendance, la RDC a bénéficié des soutiens militaires guinéens sous l'égide de l'ONU. Au sujet de la relation guinéo-congolaise, elles étaient fixes entre Ahmed Sékou Touré et Patrice Emery Lumumba, dont l'effigie était gravée dans le billet monétaire guinéen. Bouclons ce journal avec ses communiqués. La ministre des Affaires foncières vient de prendre la mesure portant interdiction de signer des contrats de concession et d'établir des certificats d'enregistrement sur des fonds non préalablement mis en valeur. Les récalcitrants seront poursuivis conformément à l'article 205 de la loi foncière Cependant, pour les projets immobiliers, une autorisation doit être sollicitée auprès du ministre pour approbation ou rejet. C'est un communiqué signé Acacia Badumbola, ministre d'État, ministre des Affaires foncières. Et puis cet autre communiqué, le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, l'unité de coordination du projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et agrobusiness, annonce la tenue d'une conférence de presse ce vendredi 4 octobre 2024. Ceci autour du processus de création et de financement des entreprises des jeunes agripreneurs. Le but est d'apporter la lumière sur cette question afin de contrer la propagation des rumeurs de détournement du dit financement. En outre, l'UCP PEJAB tient à préciser que le ministre de l'Agriculture ou encore le coordonnateur national du PEJAB n'ont été ni de loin ni de près associés à un quelconque décaissement des fonds publics destinés aux jeunes. Les jeunes déjà financés à ce jour signent individuels avec les banques commerciales qui acceptent de les financer avec leurs ressources. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à Guy Matundou qui l'a coordonné sous la supervision d'Oscar Mbalkaïj. À la réalisation, Simon Kankolongo était présent. Je vous dis au revoir. Demain, 20h, Nancy Odia revient sur ce plateau pour vous informer.